Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'Observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode consacré à un retour d'expérience sur un podcast interne, j'ai le plaisir d'échanger avec Hervé Bruno, responsable communication interne et corporate chez Sodexo Pass France. Bonne écoute. Bonjour Hervé. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode consacré à votre retour d'expérience sur la réalisation d'un podcast en interne. Alors c'est un sujet qu'on avait brièvement évoqué avec Benjamin Domanger dans un épisode précédent dédié au nouveau format audio et vidéo en communication interne. Et là, grâce à vous, on va avoir un cas pratique très concret sur le sujet. Mais peut-être avant d'aller davantage dans le détail, est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisation ? Oui, avec grand plaisir. Sodexo, je pense que tout le monde connaît et tout le monde connaît l'univers de la restauration collective et du facilities management. Sodexo Pass France, c'est un petit peu plus méconnu du grand public puisque nous sommes émetteurs de titres de service. Donc peut-être avez-vous eu entre les mains un jour un chèque ou une carte passe restaurant, un chèque cadeau de chèque groupé, un passe CESU que vous avez utilisé dans un restaurant ou auprès d'un distributeur. Et en termes de collaborateurs, vous êtes combien ? Est-ce que c'est une population qu'on appelle connectée ? Quels différents métiers vous pouvez avoir et combien de collaborateurs ? Alors, chez Sodexo Pass France, on est une petite BU, mais comme dans l'ensemble de l'organisation Sodexo, on compte à peu près 330 collaborateurs avec une quarantaine d'intervenants externes tout au long de l'année. On est répartis à Nanterre pour le siège social, ainsi qu'en province au travers d'une dizaine d'agences, essentiellement composées, même exclusivement composées de commerciaux, et puis un site de production de chèques papier, toujours, puisque c'est encore un support qui est valable auprès de nos clients, et puis 2 plateaux d'assistance téléphonique localisés sur la région rémoise. Donc finalement, différents sites, puisque vous avez l'usine de production des titres, vous avez le siège social et puis vous avez une population on va dire, itinérante avec les commerciaux. Tout à fait. On a une centaine de commerciaux. En fait, les commerciaux composent plus ou moins à peu près un tiers de la population et de l'effectif, avec une bonne partie située en province et en itinérance, c'est-à-dire qu'ils sont reliés à une agence, mais ils sont très souvent, voire quasi exclusivement sur la route pour voir nos clients et nos prospects. Alors, si on s'intéresse maintenant à votre projet de podcast interne, dans quel contexte s'est-il inscrit ? Savoir à quels objectifs ou besoins fallait-il répondre et pourquoi finalement avoir fait le choix de ce format ? Alors, le choix du podcast s'est fait bien évidemment dans un contexte que nous avons tous connu et un peu particulier, à savoir la Covid, puisque comme beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entreprises en France, nous avons dû déporter l'ensemble de nos activités au domicile des salariés, sauf pour notre site de production qui était toujours en présentiel et en fonctionnement. Donc on a eu, comme beaucoup d'entreprises, une dizaine de jours un petit peu de flottement puisqu'il a fallu remettre en place un certain nombre de process et d'habitudes de travail qui étaient aussi nouvelles pour beaucoup de collaborateurs. On a assez vite décidé de faire une communication top-down via notre directeur général au travers de vidéos. Toute cette communication était accompagnée bien évidemment d'une communication par mail à l'ensemble des collaborateurs et puis on veillait à mettre à jour quotidiennement l'intranet, mais je me suis rendu compte assez vite qu'on était dans les limites des outils, tout simplement parce que les collaborateurs étaient soumis aussi à beaucoup de mails, les interactions avec les autres membres des équipes n'étaient pas toujours évidentes et efficientes.
Je sentais bien qu'il fallait insuffler plus d'humain et plus d'humanité dans une situation tellement particulière, avec un contexte très crispé, anxiogène, et donc rajouter de la voix de l'humanité est apparu opportun et nécessaire. Ça me semblait important aussi que les collaborateurs aient le moyen de partager les expériences personnelles et professionnelles de confinement qui étaient vécues différemment par chacun d'entre nous. On avait démarré une période d'activité partielle pour certains d'entre eux, mais on avait aussi des fonctions qui étaient en surcroît d'activité. Je pense par exemple aux ressources humaines, très concrètement. C'était effectivement le moyen de faire découvrir au-delà des personnalités des métiers pointus et peu exposés, ou au contraire qui sont très fantasmés. Et c'était aussi une façon un peu de revenir dans le réel, dans un contexte où tout était un peu irréel. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu au mois de mars et d'avril, personne ne l'avait connu. Donc si on revient un peu sur vraiment sur le podcast à proprement parler dans le détail, alors bon, je vais poser beaucoup de questions en même temps, mais vous avez en partie répondu sur la ligne éditoriale. Donc j'ai cru comprendre que c'était un retour d'expérience finalement des collaborateurs. Et puis du coup, bon, si on déroule un peu le fil de tout ça, c'est donc effectivement quelle ligne éditoriale vous avez choisie pour ce podcast, combien d'épisodes, qui intervient, sur quelle base, est-ce que il y a des critères spécifiques ou est-ce que on est sur du volontariat, et puis des choses un peu plus pratico-pratiques, techniques, de la durée des épisodes, combien d'épisodes vous avez prévus, et puis finalement comment vous avez communiqué en interne dans ce contexte en plus si particulier comme vous l'avez bien souligné, comment vous avez communiqué en interne sur ce projet en amont et pendant la diffusion des épisodes. Tout d'abord, le déclencheur a été une série de podcasts proposés par la FI. Et j'ai vu l'opportunité de proposer ce médium à ma direction générale. On a rapidement fait une sélection de prestataires. La mise en place de cette collection de podcasts, puisqu'on a choisi de démarrer par une collection de 4 podcasts, a été un petit peu longue compte tenu de l'environnement de travail que représentait cette période Covid-19. Le choix, si on peut parler de choix des collaborateurs, s'est fait en fait assez naturellement. On a démarré par une collaboratrice qui est la responsable paye, qui était, elle, dans une vague, un tsunami de travail, et qui représentait l'intérêt suivant, c'est-à-dire que elle n'était pas en activité partielle, au contraire, elle travaillait de chez elle, et c'est la mère de 3 enfants. Sa situation faisait écho à la situation que vivaient de nombreuses femmes dans l'entreprise, mais aussi en France à ce moment-là. Et on a démarré avec ce premier podcast. Naturellement, on a tiré cette pelote avec cette vision de ce qui était différent avec l'arrivée du Covid, dans la façon de travailler, dans la relation aux autres. Et on a fait un second podcast avec un commercial en province. Donc on n'avait plus cette vision parisienne sur sa relation commerciale, qui changeait bien évidemment. On a continué avec les métiers qui sont au cœur du digital, à savoir une PO, une process owner, qui avait l'intérêt, elle, par contre, d'être arrivée 2 mois avant. Donc elle était toute nouvelle dans l'équipe. Un profil très jeune en plus, 25 ans, et qui du jour au lendemain s'est retrouvé confiné et à gérer des projets de grande ampleur alors qu'elle n'avait à peine mis le pied dans l'entreprise. Et puis on a fini avec notre responsable juridique qui lui a été très sollicité pendant toute cette période. Et le fil conducteur de tout ça, en tout cas ce qui faisait partie du cahier des charges, ça a été de leur dire très ouvertement que on n'était pas uniquement dans une interview. Ce que je voulais, c'était une conversation immersive. Et je voulais qu'ils me parlent de leur rapport vie du travail et vie personnelle, et du changement et des évolutions dans leur rapport aux autres. Et en
disant les choses simplement et en précisant ce que nous on recherchait, ce que moi je recherchais, les gens n'y ont pas vu de problème, ils s'y sont pas opposés. Alors bien évidemment, il y a toujours une appréhension naturelle à faire ce type de discussion et de conversation enregistrée, mais finalement les barrières sont tombées assez vite. Donc on sent quelque chose de très humain et finalement qui, même s'il y avait un fil conducteur derrière tout ça, a été finalement quelque chose de très naturel. C'est naturellement que les choses se sont mises en place sur le choix des sujets, si je puis dire, ou en tout cas des collaborateurs qui pouvaient être interviewés. Ces conversations immersives vraiment ont été très très naturelles, très bien vécues par les participants et au point qu'effectivement ils en étaient même étonnés d'avoir pu simplement et sans pression de faire ce type d'exercice auquel ils ne sont pas du tout habitués, auquel d'ailleurs personne n'est réellement habitué. Je vous confirme. Et je pense que ça a été une des clés du succès, c'est-à-dire de leur proposer de réaliser ensemble un podcast sans barrière, sans principe de censure, c'est-à-dire que je leur ai indiqué dès le départ que le producteur, celui qui avait le final cut, c'était eux, c'était pas moi, que je serais simplement vigilant à ce que certains propos peut-être ne figurent pas, mais là pour des raisons peut-être de stratégie d'entreprise ou de choses comme ça. Et in fine, on n'a eu aucune retouche. En tout cas, moi je ne suis intervenu sur aucun des podcasts au moment du montage et de la diffusion finale, qui est la preuve d'une extrême confiance entre le journaliste, les interviewés et l'entreprise. Et je reviens sur des éléments un peu plus techniques. Sur la durée des épisodes, vous aviez défini une limite ou pas. Et puis finalement, comment vous avez présenté ce projet à l'ensemble des collaborateurs en amont de la réalisation? Alors, ce qui a été défini dès le départ, effectivement, avec l'agence, c'était que je voulais quelque chose de très qualitatif. Donc, on a travaillé ensemble sur un fil rouge que je voulais voir sur chaque podcast. Ils m'ont proposé un certain nombre d'habillages musicaux que l'on a validés ensemble. On a bien évidemment intitulé ces podcasts pour se les approprier. Et on a défini une durée relativement courte. Je ne voulais pas que les podcasts excèdent 10-12 minutes. Une raison à cela, c'est que les salariés étaient toujours en activité. On doit prendre en ligne de compte le fait qu'ils doivent aussi travailler et ne pas se disperser sur l'ensemble des informations qu'on peut leur communiquer. Et puis c'est un format aussi nouveau et j'appréhendais aussi la façon dont les collaborateurs allaient s'approprier ce nouveau média. Donc on est resté sur un format relativement court qui a tenu in fine toutes ses promesses. Et sur la diffusion, quel moyen de diffusion vous avez privilégié pour pousser finalement ces épisodes vers les équipes? Alors j'ai commencé en mettant à disposition le premier podcast sur l'intranet et j'ai communiqué au travers d'une newsletter de l'intranet qui récapitulait l'ensemble des nouvelles informations qui étaient publiées sur cet outil. Malheureusement, le taux d'écoute de ce premier podcast n'a pas été aussi important que je l'avais souhaité. Ce qui m'a amené à repenser la communication vis-à-vis du podcast en envoyant un mail spécifiquement à chaque diffusion et à chaque nouveauté, en plus de sa présence sur l'intranet. Et les collaborateurs ont pris le temps, 3 jours, 10 jours, 15 jours après, de réécouter le podcast pendant un moment de pause, en tout cas un moment qui leur était le plus approprié.
Et sur la communication en amont du projet, est-ce que c'est un projet finalement que vous avez diffusé à l'ensemble des équipes en disant voilà, on a ce projet, on souhaite réaliser des épisodes sur votre vécu de la crise Covid. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez Absolument présenté? pas. D'accord. En fait, il n'y a eu aucune communication en amont sur la réalisation de ces podcasts. Encore une fois, ces podcasts ont été une réponse à une situation particulière vécue par l'ensemble des collaborateurs, à savoir cette situation de télétravail forcé et de confinement. D'accord. La réalisation des podcasts ne s'inscrivait absolument pas dans une stratégie de communication qui avait été définie et qui avait été mûrement réfléchie. On a été vraiment sur une situation très réactive. Très réactive et puis très spontanée aussi, quelque Et part. très spontanée, bien évidemment. Oui. D'accord. Alors, de façon assez concrète, vous avez fait appel à un prestataire. Comment s'est opérée la répartition entre le travail du prestataire et vos ressources en interne? Donc, on a bien compris que vous étiez pour beaucoup aussi au cœur de ce projet au titre de vos fonctions de communication interne. Et puis, à quelles contraintes aussi techniques vous vous êtes heurté? À quelles difficultés vous avez dû faire face s'il y en a eu finalement? Voilà, comment s'est opéré le choix de ce prestataire? Alors vous l'avez évoqué, ça a été, je pense, induit par ce que vous évoquiez sur le fait que l'AFSI a lancé aussi à cette occasion des podcasts. Mais finalement, la répartition du travail entre le prestataire et vous, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça représente en fait? Je me mets à la place d'un communicant interne en poste qui souhaiterait pouvoir mener ce projet, par exemple, avec un prestataire. Finalement, quelle charge ça représente en interne ce type de projet? Je crois que une des clés du succès des podcasts chez nous a été la relation de confiance qui a été établie avec le prestataire et la façon dont on a défini les rôles de chacun. Moi, j'avais une petite idée en tête qui était effectivement sur la durée avec un fil rouge que je voulais voir au travers des différents podcasts de la collection. À partir de là, j'ai laissé carte blanche au journaliste en lui indiquant que je ne serais pas censeur et que je souhaitais qu'une confiance soit réelle et sincère avec la personne interviewée. Donc à partir de là, il prenait contact avec les différentes personnes qu'on avait identifiées en interne et il avait un premier entretien qui permettait de savoir si ça matchait. Il est important aussi de faire ce travail puisque, encore une fois, tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise dans ce type de situation. Et il reprenait rendez-vous, un deuxième rendez-vous, pour effectuer l'entretien plus long. En général, c'était des entretiens d'1 heure avec la personne. Il faisait un premier montage, un pré-montage qu'il soumettait à la personne interviewée. Et une fois que celle-ci avait donné son accord, exprimé les réajustements qu'elle souhaitait, il me soumettait le fichier final et je n'avais, pour ainsi dire, qu'à le valider. Donc les choses se sont faites assez rapidement et assez naturellement une fois que le gros travail en amont de définition du cadre du podcast, de l'identification des personnes interviewées et ce qui met le plus de temps de caler ces interviews. Une fois que tout ce travail a été fait, les choses après ont été assez rapides. Donc pour un communicant interne, le gros du travail se fait en amont. Je comprends parfois les réticences de certaines directions générales et leurs craintes à laisser s'exprimer entre guillemets librement des collaborateurs, mais à partir du moment qu'un climat de confiance est établi, les choses se font très naturellement et in fine, on obtient de très très beaux résultats. En parlant des résultats, bon, peut-être que vous n'avez peut-être pas encore suffisamment de recul sur ces podcasts, mais quel retour vous avez pu avoir pour le moment de la part des collaborateurs?
Au début, ça a été de la surprise, puisque effectivement, comme je vous l'ai indiqué, la mise en place des podcasts n'avait pas été quelque chose de préparé, ne s'inscrivait pas dans une stratégie de communication globale et il n'avait pas été communiqué au préalable. Donc, la première chose qui est apparue, c'est effectivement de la surprise. Plutôt agréable d'ailleurs, cette surprise, puisqu'il n'y était pas du tout habitué. Et très vite, effectivement, on a vu les premiers commentaires qui sont apparus, notamment au travers du site internet où les podcasts étaient et sont toujours disponibles, avec des commentaires très positifs. Et ça a été appuyé par des statistiques qui nous permettaient de connaître le nombre de personnes qui s'étaient connectées à la lecture des podcasts. Et quand les salariés ont commencé à réintégrer les locaux, certaines personnes interviewées m'ont fait part de la réaction de leurs collègues en leur disant je t'ai écouté, c'était super ce que tu as dit, j'ai beaucoup aimé, voilà. Et on a généré une forme de sympathie, de connaissance vis-à-vis de personnes ou de salariés qui étaient encore une fois un petit peu dans l'ombre, où les métiers étaient méconnus et qui étaient aussi bien des acteurs, mais aussi des témoins privilégiés de cette période si particulière qu'on a tous vécue. Et ça a encore une fois ramené une couche d'humanité dans les rapports dans l'entreprise. Et les premiers surpris, in fine, c'était les personnes interviewées. Mais on sent bien dans dans ce que vous vous exprimez, on sent très bien cette humanité et on perçoit en tout cas que c'est vraiment un beau projet en interne qui a permis de valoriser les équipes et puis de donner quelque chose de très humain comme vous disiez dans cette période compliquée pour tout le monde. Après, alors je reviens sur, vous évoquiez un peu les statistiques. Quel est justement ce taux d'écoute qui était positif? Si on parle de chiffres très concrètement, combien de pourcentage des collaborateurs ont pu écouter les podcasts, les épisodes qui ont été proposés jusqu'à maintenant? Alors, individuellement, moi, il m'est difficile de savoir qui a écouté et n'a pas écouté, et d'ailleurs, c'est pas du tout ma volonté. Ce que je peux dire, c'est que le dernier podcast tournait autour de 80 écoutes. Donc, ce qui est un très beau résultat compte tenu du contexte, puisque ça représente 80 sur 330 collaborateurs, donc ce qui est quand même une part non négligeable. Pour un support qui nécessite, encore une fois, une dizaine de minutes d'attention. C'est pas la simple lecture d'un mail qui va durer 2 minutes. C'est-à-dire que vous devez prendre le temps. 80 personnes qui écoutent une personne pendant 10-12 minutes sur son métier, sur la façon dont elle vit la situation du confinement, du Covid, la façon dont elle travaille, son rapport aux autres, qui va changer dans son métier parce que son métier va changer avec cette pandémie. Je trouve que c'est pas mal. Bravo en tout cas. Alors, si vous aviez un conseil à donner à vos pairs qui souhaitent mettre en place un podcast interne, quel conseil vous pourriez leur donner? Je pense que le conseil qu'on peut donner pour avoir des podcasts qui soient réussis, intéressants et qui s'inscrivent dans la durée, c'est d'établir dès le départ un contrat de confiance entre vous et la personne interviewée. S'il n'y a pas cette confiance, s'il n'y a pas cette possibilité de parole, vous allez très vite retomber sur des schémas classiques de communication, ce que j'appelle langue de bois, alors qui peuvent être très bien, des communications un peu corporate, mais qui, in fine, ne retiendront pas beaucoup l'attention de l'auditoire et qui n'apportera, in fine, pas grand-chose. Et donc, si vous inscrivez pas ce podcast dans une confiance dans la parole, une liberté d'expression, vous ne réussirez pas à faire un bon podcast. Merci beaucoup Hervé de nous avoir fait part de ce beau projet et bravo aussi aux équipes de chez Sodexo Pass France qui ont l'air d'avoir livré de beaux témoignages. Bravo à vous et merci pour votre retour d'expérience.
Merci à vous. Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI, obs-ci.fr, rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contact@obs-ci.fr. À très bientôt.